portera sur tout ce qu'on a fait, sauf ce qu'on a déjà fait sur le QCM 1. Oui, sauf que ça portera aussi sur ce qu'on a fait sur le QCM 1. C'est-à-dire que ce qui a été dans les QCM 1 sera aussi hop, je partage, alors je réponds à vos questions ensuite. Donc, est-ce que vous voyez bien tous l'écran, le cours? Parfait. Cette conversation va être enregistrée. Donc, j'enregistre le cours et je verrai ce que ça donne. Donc, la semaine dernière, on a parlé des fonctions. Cette année, on va introduire le concept de module de fonction. Donc, les modules de fonction. Un module de fonction, c'est un fichier qui va regrouper un ensemble ou des ensembles de fonctions. C'est un fichier qui peut aussi regrouper d'autres choses. Ça peut regrouper des classes, ça peut regrouper des données, ça peut regrouper plein de choses. On utilise souvent le terme de bibliothèque pour parler de modules de fonction. En Python, l'utilisation des modules est très très fréquente. Elle va permettre de réutiliser du code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire des bouts de code, des scripts, qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs autres codes, plusieurs autres programmes différents. Ça permet d'isoler, dans un espace qui est particulier, des fonctionnalités particulières dont on aura besoin plus tard. En Python, il existe un grand nombre de modules fournis d'office. On les verra plus tard. On en parlera plus tard. Mais il est aussi possible de définir soi-même ses propres modules, ce qui peut être très utile. Alors, les modules de fonction, ils ont les mêmes règles que pour le nom des fichiers. Donc, je vous rappelle que le nom d'un fichier en Python, ça se termine par un .py et ça ne contient que des lettres minuscules, que des chiffres ou le symbole souligné. Ça ne contient aucun espace. Donc, par exemple, ec2.py, c'est un nom correct pour un fichier pour un nom de fonction. ec-tortue aussi, avec un underscore au milieu. Par contre, ec avec un E majuscule, un espace entre ec et tortue avec un T majuscule, ça n'est pas un nom de fonction correct en Python. Pour les modules de fonction, c'est exactement les mêmes règles. Que des minuscules, pas d'espace, des minuscules, des chiffres et le caractère souligné, et c'est tout. On ne peut avoir rien d'autre. Donc un module, ça va être un fichier, qui va s'appeler le nom du fichier.py, qui est écrit en Python et qui va contenir des définitions, des instructions, donc par exemple des instructions d'affichage. Et un module, ça va être destiné à plusieurs choses, soit être directement exécuté. Donc quand il est court et qu'il effectue une action réutilisable, et dans ce cas-là, on va parler d'un script en Python, soit à être utilisé dans un autre module. Dans ce cas-là, il va exporter un certain nombre de fonctionnalités qui vont pouvoir être utilisées dans cet autre module. Il y a 3 syntaxes possibles pour importer un module. Donc, ces 3 syntaxes, elles permettent soit d'importer un module, soit les fonctions particulières d'un module dans un autre fichier. Donc, les 3 syntaxes sont les suivantes. Donc, la première, c'est import non module. Donc, j'importe le module en entier. On verra ensuite comment est-ce qu'on s'en sert, précisément. Ou alors, à partir du module, je vais importer des fonctions. Donc, from le nom du module, j'importe les fonctions de nom 1, nom 2, et puis je peux en mettre autant que je veux. Ou alors, from le nom du module, j'importe étoile pour dire que j'importe tout ce qu'il y a dans ce module. Les syntaxes à chaque fois, en fonction de comment est-ce qu'on importe un module, les syntaxes de comment est-ce qu'on va se servir des fonctions dans ce module vont être différentes. Donc, par exemple, j'ai créé un module pour calculer la TVA.
Donc, mon fichier, il s'appelle tva.py. Je définis dedans une constante, donc en majuscule TVA qui est égale à 19.6. Une constante coef qui est égale à 1 plus TVA sur 100. Et je définis une fonction prix_ttc qui prend en entrée un flottant. Donc ma signature, elle n'est pas bonne ici, c'est float, et qui retourne en flottant. Et qui va retourner le prix TTC en fonction du coefficient qui est défini par la TVA. Donc return .p fois coef. Donc le coef, il est défini en haut ici, on n'a pas besoin de le redéfinir dans la fonction. Ce fichier, je peux l'utiliser dans un autre fichier. Donc ici, un second fichier que j'appelle useTVA.py. J'importe mon fichier TVA dans ce fichier. Donc le fichier TVA, il s'appelle tva.py. Je n'ai pas besoin de remettre le .py. Je mets juste import TVA. Donc il va chercher un fichier qui s'appelle TVA pour l'importer. Et on définit une fonction bilan de x qui prend un flottant en entrée et qui renvoie rien du tout. Donc c'est une procédure et qui va afficher le prix TTC du prix hors taxe qui est donné en entrée. Et donc pour faire ça, on va utiliser la fonction prix TTC qui a été définie dans le module TVA et qu'on a importé. Donc on a fait définir le prix qui est égal à, j'appelle dans mon fichier TVA la fonction prix TTC que j'applique au flottant X ici. Donc ça me calcule le prix TTC de mon objet X, et donc avec un taux de TVA.TVA. Donc ça va chercher dans le fichier TVA la valeur de la constante TVA. Je finis par %. Un produit à X euros, hors taxe, vaut le prix que j'ai calculé, toutes taxes comprises. Donc l'avantage de ça, c'est que ça permet de pouvoir utiliser la TVA que je calcule ici dans plusieurs fichiers différents. J'ai un module qui me permet de calculer la TVA, et cette TVA ensuite, je l'utilise dans tous les fichiers que je veux. D'accord? Donc, on a plusieurs façons, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'importer un module de fichier dans un fichier. Le premier, donc, c'est import TVA. J'importe directement mon nom de fichier. Donc là, le module tva.py, il définit les variables TVA, coef et la fonction prix TTC. Donc ces variables ont une valeur, on les appelle aussi des constantes. Ce sont des constantes globales, variables globales. Quand on utilise quand on fait marque import TVA dans le module useTVA, l'instruction import va rendre les définitions qu'on a données dans le fichier TVA accessibles depuis le fichier useTVA. Pour pouvoir accéder aux variables et aux fonctions qui sont définies dans le module TVA, on a besoin de préfixer leur nom par le nom de leur module. Donc tva.coef, tva.tva, tva.prix_ttc. Donc quand on fait import TVA, on préfixe ce qu'on appelle par le nom du fichier qu'on a importé. Une autre façon de pouvoir importer, c'est, si jamais, c'est pas c'est une même façon, mais imaginons qu'on ait un module qui a un nom très long. Dans ce cas-là, ça peut être fastidieux à chaque fois qu'on utilise le préfixe, d'utiliser ce nom qui est très long. Ne serait-ce que nom module, c'est long à utiliser, c'est long à écrire, c'est fastidieux d'écrire nom module point, le nom de la fonction, nom module point, etc. Donc on peut renommer le fichier qu'on importe de façon à avoir un nom qu'on va utiliser dans notre fichier qui va être plus court. Donc si j'écris import nom module as nm, à chaque fois que j'utiliserai nm, cela représentera le nom de mon module. Donc on a renommé le nom du module pour pouvoir l'utiliser plus facilement. Et du coup, dans ce cas-là, pour pouvoir accéder aux variables et aux fonctions qui sont définies dans le module, on peut préfixer leur nom par le nom choisi. Donc nm.fonction1, nm.fonction2, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un truc de programmeur pour que ça soit plus facile à utiliser. Deuxième
façon d'importer un module, c'est d'utiliser la commande from le module, on importe une fonction. Alors, je vous demanderai de rester poli dans la conversation, s'il vous plaît. Donc, from TVA, import la constante TVA. Donc ici, à partir, quand on utilise cette syntaxe-là, on ne va pas importer tout un module, on va importer seulement certains éléments du module. Donc on peut importer certaines fonctions, on peut importer certaines constantes, certaines variables, on importe quelques éléments. Donc ça permet de ne pas avoir tout, enfin on ne peut comme ça importer que ce dont on a besoin. L'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin dans ce cas de préfixer le nom des variables par le nom du module. On a une variable TVA, elle provient du module petit TVA, mais on n'a plus besoin de dire que c'est TVA.TVA. Donc, si on importe from TVA, j'importe deux choses, le nom de la variable TVA et la fonction prix TTC. Je peux utiliser prix TTC sans avoir besoin de préfixer par le nom du module duquel ça convient. J'utilise juste prix TTC 26 et il me répond 31096. Je n'ai plus besoin de préfixer. Ma fonction TVA, ça me dit directement 19.6. Si j'appelle TVA.TVA, il ne sait pas ce que c'est. Parce que pour lui, TVA, maintenant, c'est quelque chose qui est importé et qui est dans le programme actuel, bien qu'on l'ait importé du module petit TVA. OK. Donc si j'ai de nouveau mon fichier TVA.py, avec TVA qui vaut 19,6 et coef qui vaut 1 plus TVA divisé par 100, je peux avoir un deuxième fichier, avec la TVA qui est plus de 19,6, mais qui est de 5,5. Donc un fichier TVA 5,5, avec TVA qui est égal à 5,5 et coef qui est 1 plus TVA sur 100. Et du coup, j'ai deux constantes qui s'appellent TVA. Une constante qui s'appelle TVA et qui vaut 19,6 dans le du fichier TVA.py, et l'autre fonction qui vaut 5.5 et qui provient du fichier TVA55.py. Est-ce que cette notion marche si on utilise l'étoile? On va parler de l'étoile après. Je vous réponds à vos questions juste après. Du coup, si on veut importer ces deux valeurs différentes, from TVA importe le TVA qui vaut 19,6, from TVA 5,5 importe le TVA qui vaut 5,5, ça va poser problème. On va avoir un conflit sur la variable TVA qui va avoir deux valeurs différentes. Et ça, c'est pas possible. Donc, pour éviter ça, on a deux possibilités. Soit on importe les modules complets. Comme ça, on sait que quand on va lancer TVA.TVA, ça vaudra 19,6. Et quand on va appeler TVA55.TVA, ça vaudra 5.5. Soit on renomme les variables. Et donc, pour renommer les variables, c'est la même utilisation du as comme tout à l'heure. Donc, on va faire from TVA, import TVA as TVA 19. Et donc, on saura que la variable TVA 19 vaudra 19.6. Donc, ça permet d'importer une fonction ou une variable du fichier TVA.py pour pouvoir la renommer, de n'importe quel module, pour pouvoir la renommer, pour pouvoir l'utiliser ensuite et qu'il n'y ait pas de conflit de nom. Donc, le mot TVA 19 devient un nom variable du module commun, du module courant, et qui va remplacer le nom TVA. Ça permet d'éviter les conflits de nom notamment. Ça permet aussi, si vous avez un nom d'une fonction ou d'une variable qui est très long, vous pouvez le renommer en quelque chose de plus court pour pouvoir l'utiliser plus facilement. La dernière, donc, c'est from TVA import étoile. Donc, ça veut dire j'importe tout ce qui existe dans le module TVA. Donc, on importe tout ce qui contient le module TVA.py et on n'a pas besoin d'utiliser le préfixe TVA pour l'utiliser. Donc, c'est le même fonctionnement que si on importe qu'une ou deux fonctions ou qu'une ou deux variables. On importe tout, on n'a plus besoin de le préfixer, on l'utilise tel quel. Génial, vous me direz, sauf que
on déconseille le plus souvent l'usage de cette syntaxe pour 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'on ne sait pas quels noms sont importés. Alors quand vous écrivez, vous, un petit fichier TVA, vous savez exactement ce qui est importé. Il y a 3 choses, il y a, la variable TVA, la variable coef et la fonction, useTVA. Dans les cas réels, avec des modules qui contiennent plein de choses, vous allez importer plein de choses et vous n'aurez pas forcément le détail de tout ce que vous allez importer. Et le risque, c'est de créer des conflits sur le nom. Donc vous importez 2 choses et il y a la même variable, enfin une variable qui a le même nom de 2 modules différents. Et là, ça vous crée des conflits. Ou alors vous importez plein de choses et puis vous savez pas que vous avez importé une variable qui s'appelle, j'en sais rien, inf par exemple, et vous, vous allez créer une autre variable inf dans votre fichier et ça va créer un conflit de nom. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que quand on importe tout ce qu'il y a dans un fichier, on crée des nouveaux noms. Donc on crée un grand espace de noms, parce qu'on va utiliser des noms de variables et des noms de fonctions pour chacune des choses qui vont être importées. Et de façon inutile, le plus souvent, parce que dans tout ce que vous allez importer, vous allez vous servir peut-être de 2 ou 3 choses, mais rarement de plus. Et du coup, ça, c'est problématique. Ça prend de la mémoire pour rien. Et en tant qu'informaticien, en tant que programmeur ou que mathématicien qui fait de l'informatique, on ne veut pas utiliser de la mémoire pour rien, des ressources pour rien. Quand il y a conflit de noms, il se passe quoi concrètement? Ça va dépendre du système sur lequel vous tournez. Le plus souvent, ça va vous envoyer une erreur. Donc, vous aurez une erreur. Et dans certains systèmes, ça va utiliser l'un ou l'autre, mais sans que vous sachiez lequel. Et auquel cas, votre programme va tourner, mais vous n'aurez pas le résultat attendu. Dans la majorité des cas, ça renvoie une erreur. D'accord? Donc, from, là, module importe étoile, on ne l'utilise quasiment jamais. Si vous l'utilisez, vous devez l'utiliser en connaissance de cause, parce que vous savez exactement ce qu'il y a dans le module que vous voulez importer, que vous importez, et que vous avez besoin de tout ce que vous importez dans le module. Sinon, vous ne l'utilisez pas. On peut obtenir facilement de l'aide sur les modules importés avec la commande help. Pas trouver plus simple. Donc si je fais dans la calculatrice Python import TVA et que j'appelle ensuite help TVA, ça va vous donner l'aide sur le module TVA. Ça va vous afficher son nom, TVA ici, les fonctions qui sont définies, donc prix TTC, les données qui sont définies. Ici, il y a 2 données, c'est les 2 variables coef et TVA, et ça va vous dire le fichier, où est-ce qu'il est dans votre ordinateur. Donc, le chemin passe du fichier tva.py. Alors, ici, l'aide pour ce fichier qui est très court, elle est très courte. Souvent, les aides, elles sont assez gigantesques. Donc, pour vous déplacer dans l'aide, vous devez utiliser les flèches du haut et du bas ou page up, page down de votre clavier. Pour quitter l'aide, pour pas être, parce que souvent on est coincé, c'est la touche Q. Et pour chercher un texte spécifique dans l'aide, vous tapez slash et puis le texte que vous cherchez, vous finissez par entrer. Donc si vous cherchez de l'aide sur une fonction particulière ou sur une variable particulière, slash, le nom de la fonction, le nom de la variable, entrez pour savoir ce qui se passe. Si vous cherchez de l'aide sur une fonction particulière du module TVA, donc c'est la fonction help, et puis TVA. Le nom de la fonction, le nom de la variable, donc TVA.prixTTC. Si vous avez besoin de connaître tous les noms qui sont définis dans un module, ça vous sera utile. C'est la fonction dir. Donc dir TVA ici, ça vous donne tout ce qui est défini dans votre fonction, dans votre module, pardon. Donc ici, défini dans le module, il y a la variable coef, TVA, des choses qui permettent de définir les modules, donc, dont vous n'aurez pas besoin, built-in, cached, doc, etc. Et puis la fonction prixTTC.
Si vous utilisez dir, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, sans rien mettre en paramètre, ça va être utilisé pour trouver quels sont les noms qui sont actuellement définis dans ce que vous utilisez, dans la calculatrice Python. Ça vous dit, en ce moment, vous utilisez, sont définis tel nom. La fonction dir, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ne va pas lister les noms des fonctions et des variables natives, donc ce qui est défini de base dans Python. Si vous voulez la liste des variables natives, ils vont être définis dans le module underscore, underscore, built-in, underscore, underscore. D'accord? Donc dir, underscore, underscore, built-in, underscore, underscore, ça va vous donner toutes les fonctions et toutes les variables qui sont définies de façon native dans Python 3. Ça peut être intéressant d'aller voir. Alors, les modules, ça sert à quoi? Ça permet plusieurs choses, mais une première, ça permet de faire de l'abstraction des données. Donc, en Python, il existe de nombreux types. On en a vu ensemble, on a vu les entiers, les flottants, les chaînes de caractères, les listes, les ensembles qu'on n'a pas vus mais qu'on verra, etc., etc. Mais par exemple, le type matrice n'existe pas. Les matrices, notamment en maths, on s'en sert très souvent. Donc, on aimerait définir un nouveau type abstrait de matrice en utilisant les types de données qui existent déjà. Et surtout, ensuite, on veut pouvoir utiliser ce type de données sans prendre en compte la façon dont il est construit. Donc, en gros, on veut créer une boîte à outils matrice qu'on peut utiliser après dans plein d'autres fichiers si on le souhaite. Donc, une matrice, c'est quoi? Si je prends la matrice la plus simple, 2 x 2, c'est la donnée de 4 nombres qui sont organisés en ligne et en colonne. M00, c'est le premier nombre en haut à gauche de la matrice. M01, la ligne 0, première colonne. M10, ligne 1, colonne 0. M11, ligne 1, colonne 1. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir construire une matrice. On a besoin d'accéder à ces éléments. Et donc, pour ça, on a 2 méthodes en Python. Soit on représente une matrice par une liste, soit on représente une matrice par une liste de listes. Donc, si j'utilise une liste pour définir une matrice 2 x 2, je vais définir matrice A, B, C, D, donc les 4 chiffres de ma matrice, 4 entiers qui donnent une liste, et ça va me retourner une liste de 4 entiers A, B, C, D. Je sais que le premier élément de ma matrice A ici, c'est celui qui est en ligne 0, colonne 0, ligne 0, colonne 1, ligne 1, colonne 0 et ligne 1, colonne 1. Du coup, à partir de ça, je peux retourner un entier de ma matrice. Donc, si je prends une matrice M par entrée, une ligne, une colonne, je veux retourner l'entier qui est dans cette matrice à la ligne LI et à la colonne CO. Pour faire ça, tout simplement, je prends ma matrice et je vais à la position 2 fois ligne plus colonne. Donc, par exemple, si je veux l'élément qui est en position 0, 0, 2 fois 0 plus 0, ça va me donner M de 0, ça va m'envoyer A. En position 0, 1, ça va me faire 2 fois 0 plus 1. Donc, ça va m'envoyer l'élément qui est en position M de 1, donc c'est B. Ligne 1, colonne 0, 2 fois 1 plus 0, donc ça va me donner l'élément qui est en M de 2, donc C, et ainsi de suite. On a une fonction qui nous permet de créer une matrice, une fonction qui nous permet de, à partir de la matrice d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne, nous permet de récupérer un élément. Si on fait la même chose en utilisant une liste de listes. Donc cette fois-ci, une matrice, ça va être une liste de listes. Donc chaque ligne va être une liste. Et donc chaque colonne va être sur une liste différente. Donc ma matrice, toujours même fonction, définition, matrice ABCD. Ça retourne une matrice 2 x 2 qui va être formée des 4 entiers en entrée. Et donc, ça va être une liste de listes avec la première liste, c'est la première ligne, AB. La deuxième liste, c'est la deuxième liste, CD. La deuxième ligne, pardon, CD. Et si je veux
atteindre l'élément qui est positionné dans la ligne LI et la colonne CO de ma matrice, avec la fonction matrice ref. Je retourne juste M avec en première position la ligne, en deuxième position la colonne. M de l'icolonne. Donc, par exemple, l'élément qui est en position ligne 0, colonne 1, ben, d'abord, je vais chercher dans ma ligne la liste qui est en position 0, donc ici la liste AB, et puis l'élément qui est en position 1 dans cette liste, donc ici B, et ça me donne le résultat. Ces deux façons pour représenter des matrices 2 x 2 fonctionnent parfaitement. Évidemment, on peut faire la même chose pour une matrice 3 x 3, 4 x 4, etc., etc. On peut donc représenter des matrices de plusieurs façons différentes. Il n'y a pas d'unicité sur la représentation concrète d'une matrice. L'important, ça va être la matrice et non pas la représentation qu'on a de la matrice. Donc, en dehors du module, on n'a pas besoin de connaître la façon dont on représente les matrices. On définit les matrices d'une façon ou d'une autre dans un module. Quand on sort du module, quand on utilise cette représentation, on n'a pas besoin de savoir comment c'est utilisé. Donc, si j'importe matrice as mat pour avoir moins à écrire, quelle que soit la représentation choisie, que ce soit la représentation avec une seule liste ou avec une liste de listes, ça doit fonctionner de la même façon. Je veux définir le déterminant de ma matrice. Donc, ça prend une matrice en entrée, ça retourne en entier. Donc, ça retourne le déterminant d'une matrice, c'est-à-dire 2 x 2, donc je multiplie l'élément qui est en 0, position 0, 0 par l'élément qui est en position 1, 1, auquel je soustrais la multiplication de l'élément qui est en 0, 1 par l'élément qui est en 1, 0. Pour faire ça, je calcule D1, je vais dans mon module math, qui correspond à matrice, j'appelle matrice référente M, ce qui est dans ma matrice M en position 0, 0, fois matrice référence de ma matrice M en position 1, 1. Je fais la même chose pour le deuxième déterminant, D2, ce qui est en position 0, 1 fois ce qui est en position 1, 0, et je retourne D1 moins D2. Cette fonction, elle fonctionne que ma matrice soit représentée en forme de liste ou en forme de liste, parce que la fonction matrice ref fait la même chose à chaque fois. On a importé matrice, mais que c'est pas un type. Non, c'est pas un type, c'est le module que j'ai défini. C'est soit le module que j'ai défini ici, en utilisant une liste, soit un module que j'ai défini ici en utilisant une liste de listes. Donc, je n'ai pas importé un type, j'ai importé un module. Ici, je l'utilise en tant que type, parce que dans ce module ici, j'ai défini quelque chose de type matrice, en définissant comment est-ce qu'on peut le construire, et comment est-ce qu'on peut construire une matrice, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser ensuite. Donc, cette fonction déterminant, elle ne marche pas pour une liste ou pour une liste de listes, elle marche pour ce qui a été défini comme étant une matrice dans ce module-là. Est-ce que c'est clair? Ça répond à votre question? Les deux diapos sont libres, tout à fait. Donc ensuite, je peux construire une matrice M en appliquant la fonction matrice qui est définie dans le prédicat math, et puis je peux afficher le déterminant de la matrice M et déterminant de M. Donc les modules, ça permet de définir des abstractions de type de données, ça permet de définir des choses qui vont pouvoir être réutilisées dans d'autres fonctions ensuite. Pourquoi on fait D1 moins D2 pour pouvoir parce que le calcul du déterminant d'une matrice, on calcule D1 ici qui correspond à M de 0, 0 fois M de 1, 1. Donc matrice dans ce qu'il y a dans la position 0 fois ce qu'il y a dans la position 1, 1, moins D2 qui correspond à ce qu'il y a dans la position 0, 1 fois ce qu'il y a dans la position 1, 0 de ma matrice. C'est la définition déterminante d'une matrice. De 2. OK. Donc ça, c'est créer vos propres modules vous permet soit de mettre à part des choses que vous allez utiliser très souvent
ou réutiliser très souvent pour pouvoir les appeler et les importer dans votre dossier, dans vos fichiers facilement, soit de créer des types dont vous aurez besoin à un moment donné. Il existe en Python énormément de modules prédéfinis. Oui, parce que dans la matrice, dans la signature, on ne sait pas si c'est une liste de listes ou une liste. On peut mettre matrice ici parce qu'on a importé matrice à cet endroit-là. Donc, il existe en Python beaucoup de modules qui sont prédéfinis, que vous pouvez utiliser sans avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre que les importer. Et on peut utiliser, les modules que vous créez, pour pouvoir les utiliser, il faut que vous soyez dans le même dossier que celui dans lequel vous vous trouvez. Ou alors, il faut rajouter leur adresse. Les modules existants, préexistants, de base dans Python, vous pouvez les utiliser quelle que soit leur localisation. Donc, vous pouvez trouver la liste complète des modules préexistants à cette adresse-là. Donc, en télécharge le PDF, du coup, vous cliquez sur l'adresse et vous l'obtenez. N'hésitez pas à parcourir cette liste, elle est très longue. Il y a plein de choses. On va parler ensemble de quelques-uns de ces modules prédéfinis. On va parler de Turtle, oui, un peu plus tard. Donc le premier, celui que vous allez beaucoup utiliser, c'est le module math. Le module math, il prédéfinit les fonctions et les constantes mathématiques de base. Le sinus, le cosinus, l'exponentielle, pi, etc., etc. Le deuxième dont vous pouvez avoir besoin, notamment quand vous faites des maths ce semestre, c'est le module CMath. Le module CMath, c'est les fonctions et les constantes mathématiques avec des nombres complexes. 6, c'est le module système. 6 pour système. C'est tout ce qui est interaction avec l'interpréteur Python, le passage d'arguments, etc. Random, vous allez aussi beaucoup l'utiliser, c'est la génération de nombres aléatoires. On va voir des exemples. Et fraction, c'est un module qui fournit un support de l'arithmétique des nombres rationnels. Et il en existe beaucoup d'autres, des modules. Et ça, c'est pas les plus importants, parce que les autres sont tout aussi importants, mais certains dont vous allez vous servir. Alors, je ne réponds pas à ces commentaires. Par exemple, maths, le module maths, import maths. Si je fais dire de maths, ça me donne la liste de tout ce qui est défini dans le module maths. Et donc, on voit, dans le module maths, sont définies des fonctions, s'il vous plaît. On reprend le cours. Les commentaires, c'est pour les questions sur le cours. Merci. Donc, par exemple, ACOS, ACOS-SHAS, ASIN, ASIN-H, ATAN, les tangentes, pour les cellules, les copisignes, etc. COS, le degré, factoriel, etc., etc. Les logarithmes, pi, tangente, racine carrée. Il y a plein de choses dans ce dossier maths que vous pourrez aller voir en détail si vous voulez. Et donc, notamment dans les plus utiles pi, math.pi qui donne la valeur de pi, la valeur approchée de pi évidemment. Math.cos, la fonction cos que je peux appliquer à math.pi divisé par 4, par exemple. Alors, c'est power, c'est pour faire la puissance. La factorielle, donc les petites fonctions qu'on a calculées, qu'on a écrites ensemble, elles sont prédéfinies en Python. Math.factoriel 5, ça vous donne 120, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses. Je vous laisserai l'étudier en détail. Deuxième module très utile, qu'on utilise très souvent, c'est le module random. Donc, module random, c'est celui qui va vous servir dès que vous aurez besoin de faire de l'aléatoire. Donc, import random. Donc, par exemple, la fonction random du module random, donc ce qui fait donc random.random, entre parenthèses, parenthèse ou grande parenthèse fermante, ça vous génère un
flottant un nombre réel compris entre 0 et 1. Alors, qui peut être égal à 0, qui est strictement inférieur à 1. Donc, par exemple, random.random, ça va te sortir 0, 374, etc. Ça va vous donner quelque chose de différent à chaque appel. Ça vous crée un flottant au hasard, compris entre 0 et 1. Vous pouvez avoir besoin d'autre chose. Vous pouvez avoir besoin d'avoir un flottant au hasard compris entre 2 et 2,5 et 10, par exemple. Dans ce cas-là, c'est random.uniforme entre 2,5 et 10. Alors, c'est supérieur ou égal à 2,5, strictement inférieur à 10. Okay, c'est un peu dans le modèle du range. On prend le premier élément, on ne prend pas le dernier. Là, ça donne 3,18. Ça vous donne un nombre au hasard entre ceux-là. Pour des entiers, c'est rand-range. Rand-range, c'est le même principe que le range, sauf que c'est un nombre au hasard. Donc, rand-range 10, ça vous donne un entier qui est compris entre 0 et 9. Ici, 7. Pourquoi on utilise uniforme? Alors, si on met rien entre parenthèses, par défaut, c'est compris entre 0 et 1, oui. Uniforme, c'est pour avoir un nombre aléatoire entre deux nombres définis, pour avoir un réel. C'est ça. Je suis d'accord avec les réponses données. Et rand-range, c'est pour avoir un entier. Et donc, rand-range, soit on met un seul nombre, et donc c'est entre 0 et 9, soit on met deux nombres, ça va être entre le premier et le dernier, soit on met trois nombres, comme pour le range, c'est entre le premier et le dernier, avec un pas de 2 ici. Donc, rand-range 0, 101, 2, ça veut dire je génère un nombre aléatoire entre 0 inclus et 101 exclus, donc entre 0 et 100, avec un pas de 2. Donc, ça veut dire que je ne peux pas prendre 1. Je vais prendre soit 0, soit 2, soit 4, soit 6, etc., jusqu'à 100. Donc, ça va être un entier pair entre 0 et 100. Après, avec le module random, on peut aussi choisir de façon aléatoire un élément dans une séquence. Si on veut un nombre aléatoire entre deux entiers, on utilise rand-range, tout à fait. Rand-range, c'est ce qui permet d'obtenir un nombre aléatoire entre deux entiers. On ne peut pas prendre 1. Quand on fait rand-range entre 0 et 101 avec un pas de 2, ça veut dire qu'on va considérer 2 0 à 2, puis 2, 4, puis 4, 6, etc., comme le range fonctionne. Donc ici, le 1 n'est pas considéré dans cet intervalle. Si on veut prendre 1, on ne met pas de pas, par exemple. Si on veut que les nombres impairs, on fait entre 1 et 100, avec un pas de 2, on aura 1, 3, 5, etc. Si je fais random 2,5, 10, ça donne la même chose que random uniforme 2,5, 10. Est-ce que ça donne exactement la même chose? Je n'utilise jamais random, je pense. Je pense que ça donne la même chose, oui. La différence doit être minime. Je pense que ça donne la même chose, ouais. Non, excusez-moi. Non, ça marche pas. La fonction random, ça renvoie une erreur, tout à fait. La fonction random, c'est uniquement entre 0 et 1. Random.random, c'est uniquement entre 0 et 1. Pour avoir un chiffre entre deux réels différents, c'est forcément uniforme. C'est random.uniforme pour avoir entre 2,5 et 10. Et random.random, c'est forcément entre 0 et 1. Si vous faites random.uniforme entre 0 et 1, c'est la même chose que random.random.
OK. Donc, fonction choice du module random, ça permet de tirer aléatoirement un élément dans une liste. Donc, par exemple, random.choice dans la liste win, lose, draw, ça va vous tirer un des 3 au hasard. Ici, ça m'a tiré draw, ça pourrait tirer autre chose. Non, ça peut être dans quelle que soit la séquence. Donc, ça peut être une liste, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être, c'est une séquence. Un range pour une séquence. On peut faire pierre, papier, ciseaux avec ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire random.random 0, 0.5? Non. C'est vraiment entre 0 et 1. Non, random, c'est entre 0 et 1. Ça ne prend pas d'argument. La fonction random.random ne prend pas d'argument. Pour les nuplés, oui, ça marche, c'est une séquence. C'est une séquence nuplés. J'ai un doute sur les nuplés. Alors, la différence entre random.random et random.uniforme. Donc, en gros, si je prends ça ici, pour que ça soit random.random, ça prend pas de paramètres. Random.random ne prend pas de paramètres. Random.uniforme prend 2 paramètres, le début et la fin. D'accord. Et donc, c'est un réel entre début et fin. Pour random.random, c'est forcément entre 0 et 1. Et donc, en gros, random.random, c'est la même chose que random.uniforme, si je fais entre 0 et 1. Donc, random.choice, ça prend un élément au hasard dans une séquence. Hop, je vais juste supprimer. Random.sample, c'est si vous voulez plusieurs éléments d'une séquence. Donc, par exemple, là, j'ai une liste avec 5 éléments, je veux 4 éléments au hasard de cette liste. C'est random.sample, ça va me donner 4 éléments, pas forcément dans le même ordre que de ma liste. Alors, normalement, non, ça prend 4 éléments différents. Ça ne peut pas choisir 2 fois le même élément de la séquence. Et enfin, random.shuffle, c'est ce qui permet de mélanger une liste au hasard. Donc, votre liste, ça fait 1, 2, 3, 4, vous la mélangez, ça devient 2, 3, 1, 4. Si vous mettez 6, est-ce que ça vous renvoie je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus. Je ne les utilise pas tous les jours, ceux-là. 6, ça vous renvoie une erreur. Donc, si vous mettez 6, ça vous renvoie bien une erreur. Ça vous renvoie ça. Que fait random.sample? Il prend des éléments, donc il a 2 paramètres, random.sample. Un premier paramètre qui est la séquence, un deuxième paramètre, donc il a une séquence ici, il a le nombre d'éléments de la séquence qu'il va tirer au hasard. Donc ici, il a tiré 4 éléments de cette séquence au hasard. Si je demande 5 éléments de la séquence, il va me tirer 5 éléments au hasard.
Donc, ce sera les 5 éléments de cette liste-là, pas forcément dans le même ordre, ça va dépendre dans quel ordre il les tire. Donc ici, il a d'abord tiré au hasard 40, puis 10, puis 50, puis 30. Si je mets avec 6, ça va me renvoyer une erreur parce qu'il va dire « Je ne peux pas tirer 6 éléments sur cette séquence ». Est-ce que ça répond à tout le monde sur le random.sample? La séquence, ça peut être n'importe quelle séquence. Donc, une séquence, c'est une liste, une chaîne de caractères, un range. Et donc, le shuffle, ça mélange une liste au hasard. OK. Fraction. Fraction, ça crée des fractions. Ça prend 2 paramètres, 16 et moins 10. Donc, si j'appelle fraction 16 moins 10, ça va me dire, il va réduire la fraction pour dire, OK, c'est moins 8, 5. Si je dis fraction de 123, un seul paramètre, c'est 123 sur 1. Fraction de 2,25, il va dire, ça, c'est 9 quarts. Fraction de la chaîne de caractères, 7 fois 10 puissance moins 6, il va dire c'est 7 divisé par 1 million. Fraction chaîne de caractères de moins 0.125, c'est moins 1 sur 8. Et c'est le même résultat que si je mets le réel, moins 0.125, moins 1 sur 8. Donc, il vous prend, soit si vous lui donnez 2 chiffres, il va réduire les fractions. Soit si vous lui donnez un réel, ça va vous trouver la fraction d'entier qui correspond à ce réel. Si c'est un rationnel, évidemment. Donc, par exemple, je veux écrire une fonction qui calcule le périmètre et l'aire d'un triangle quelconque, dont l'utilisateur a fourni les longueurs des 3 côtés. Donc, pour rappel, si D, c'est la longueur du demi-périmètre, donc le périmètre divisé par 2, A, B et C, la longueur des 3 côtés, la surface, donc l'aire du triangle, c'est racine carrée de D, facteur de D moins A, D moins B, D moins C. Donc ça, cours de maths de je ne sais pas quelle année. Donc, j'ai besoin de la racine carrée. Donc, from math, j'importe SQRT pour dire racine carrée. Je calcule d'abord une fonction qui définit d'abord une fonction qui calcule le périmètre du triangle. Donc, avec les longueurs ABC, c'est A plus B plus C, le périmètre. Et puis, je peux définir une fonction qui calcule l'aire d'un triangle en fonction des valeurs de ABC. Je calcule D, le demi-périmètre de ce triangle. Donc, c'est le périmètre de ABC divisé par 2. Et puis, c'est juste racine carrée de D fois D moins A fois D moins B fois D moins C. Je demande à l'utilisateur de donner les longueurs des 3 côtés, ABC. Et puis, je peux afficher le calcul de l'aire du triangle. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt très simple. Une fois qu'on sait s'en servir, ces fonctions sont bien utiles. Un autre module qui peut être utile et qui est surtout un peu plus ludique à utiliser, c'est le module Turtle. Le module Turtle, il permet de réaliser de façon très simple des dessins géométriques. Un petit exemple pour commencer, je vais vous le faire directement en vrai. Alors, je vais changer mon partage d'écran, je remettrai ça ensuite. Hop. Non, je vais... Donc, si je lance un premier fichier. Tortue.py, juste pour vous montrer. C'est le petit fichier qui est dans le cours que je vais vous montrer après. Ça ressemble à ça.
Turtle, ça ressemble à ça. Ça, vous faites des instructions et ça vous lance un petit dessin qui se dessine. La tortue va dessiner devant vous, exécuter vos instructions et faire un dessin devant vous. Donc si je reprends mon cours, donc là j'ai juste mis ça, donc j'ai fait import turtle pour dire j'importe le module turtle. J'ai défini une variable a qui est égale à 0 et j'ai dit tant que a est inférieur à 12 strictement, donc il va faire 12 pas. Il calcule d'abord a est égal à plus 1. Il avance de 150 tout droit et il avance à gauche de 150. Et donc le dessin au final qu'on a vu se dérouler ensemble, c'est celui-là. Donc il a avancé tout droit de 150 et puis à gauche de 150 et puis une fois et puis tout droit 150 puis à gauche de 150 deux fois et ainsi de suite et il a fait ça 12 fois. Ce qui dessine cette jolie étoile. Des fractales avec Turtle, pas ce semestre, mais peut-être le semestre suivant. On va faire d'autres dessins déjà avec Turtle. Pourquoi est-ce qu'il n'avance pas perpendiculairement à gauche? Gauche 45 degrés. On va voir on va voir les commandes, pardon. Donc ici, je vous réponds à toutes vos questions sur ce transparent-là. Donc, les fonctions du module Turtle. La fonction reset, elle permet d'effacer votre dessin et de recommencer, c'est utile. La fonction goto, xy, on va à l'endroit des coordonnées x et y. Forward, on avance d'une distance. Backward, on recule d'une distance. Cette distance, elle est donc de 150 ici. Vous pouvez changer la comment on appelle ça, la mesure de distance, mais généralement on la définit pas. Left, donc quand on écrit left, on tourne à gauche d'un angle donné en degrés. Donc ici on a tourné à gauche de 150 degrés. Right, la même chose, on tourne à droite. Up, c'est pour relever le crayon pour se déplacer sans dessiner, et down pour recommencer à dessiner. Pen size, donc ça c'est l'épaisseur du trait du crayon, si vous voulez plus ou moins clair. La couleur du trait, color. Et write, c'est si vous voulez écrire une chaîne de caractères. Un exemple un peu plus compliqué pour mieux comprendre ce exemple. Donc j'importe Turtle et je l'appelle TU. Ça plus simple. Je définis une fonction forme V qui permet d'afficher une forme sous forme de V. Donc cette fonction, elle me dit, je tourne à droite d'un angle de 25, j'avance de 50, je recule de 50. Donc je fais un aller-retour de 50. Je tourne à gauche de 50, donc d'un angle de 50, j'avance de 50, je recule de 50. Donc là, je dessine en même temps pour vous montrer. Alors je dessine à peu près. Hein. Mais donc, j'ai fait un trait en avant de 50, je suis revenue, je départ avec un angle de 50 et je refais un trait comme ça de 50. Vous avez un écran noir ? Alors, j'ai une seule personne a priori qui a un écran noir. Je ne sais pas quoi vous dire. La couleur est en quel format? Il y a des couleurs qui sont prédéfinies et sinon c'est du RGB.
Et dans quel sens? Au début, la tortue, elle est au tout début, elle est vers le haut et ensuite, elle garde en mémoire l'angle dans lequel on est. Donc en gros, ça fait des petits V comme ça. Celui-là. Je définis ensuite une fonction qui fait branche flocon. Et donc boucle for de x in range 4, donc ça veut dire qu'elle va faire 4 passages, 0, 1, 2, 3. J'avance de 30 et je fais une forme de V. Quand je sors de ma boucle for, je reviens à l'endroit où j'étais de 120. J'ai fait 4 fois 30 et donc je reviens à 120. Je reviens à l'origine. La longueur des traits est prédéfinie. Quand on fait un left, c'est juste qu'on tourne la souris, en fait. On tourne la tortue pour lui dire tu vas dessiner dans ce sens-là ensuite. Quand on fait un right, donc là, imaginons que je suis au tout début, ma tortue, elle regarde vers le haut, au tout début. Je tourne à droite de 25, ça veut dire que ma tortue, elle va regarder par là. Quand ma tortue, elle regarde par là, j'avance de 50. Ensuite, je recule de 50, donc je reviens là où j'étais au tout début. Ma tortue, maintenant, elle tourne à gauche de 50, donc ça veut dire qu'elle regardait par ici, là c'était 25, donc maintenant elle regarde par ici. Et là, j'avance de 50 par là, et je reviens là où j'étais là. Et je finis par, je retourne à droite de 25, donc ça veut dire que de nouveau, je regarde au milieu. D'accord? Donc quand on tourne à droite ou à gauche, c'est uniquement, on change la position de la tortue pour lui dire vers où tu vas dessiner la prochaine fois qu'on dit d'avancer ou de reculer. Ok. Et donc ensuite, ma fonction flocon, elle va faire 6 fois la même chose. Elle va dessiner une branche de flocon, et puis tourner à droite, puis redessiner une branche de flocon, et tourner à droite 6 fois de suite. Est-ce qu'il faut télécharger un logiciel? Non, il n'y a pas besoin, ça affiche sur le terminal. En fait, ça va ouvrir une fenêtre à part à partir du terminal. Je vais vous remontrer juste là le flocon. Maintenant, je définis la couleur de fond de la fenêtre que ça va ouvrir. Donc ici, j'ai appelé un marron. Donc tu.screen pour dire donc le module turtle. Je définis l'écran screen. Pourquoi on écrit turtle TU? Parce que j'ai défini import turtle as TU. J'ai renommé turtle en TU. On n'est pas obligé de le faire. On peut utiliser turtle si on ne renomme pas. Oui, j'ai encore 15 minutes. Donc, couleur de fond de la fenêtre. Je définis la vitesse de déplacement de la tortue. Ici, j'ai défini la vitesse à 5. Vous fassiez des essais-erreurs après pour voir ce que ça veut dire, ce 5, etc. Vous avez un autre CM, mais le cours il est de 14h à 15h30. L'autre cours suivant, il est à 15h45. Vitesse de déplacement de la tortue. Je définis pen color, c'est la couleur du stylo, du trait du stylo. Et l'épaisseur du trait, ici, j'ai défini 6. J'appelle ensuite ma fonction flocon, qui va appeler la fonction branche flocon, qui va appeler la fonction que j'ai appelée comment déjà? Forme V. Et puis, je finis par tu.exit on click pour que la fenêtre ne se ferme pas toute seule. Et donc, la fenêtre ne se fermera que quand je cliquerai sur la fenêtre. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne, je partage tout ça.
Si j'appelle Python 3 que j'ai appelé flocon.py, ça ouvre, quand je l'appelle, ça ouvre une fenêtre et ça dessine 6 branches de flocons avec chaque fois 4 V dans chacune des branches. Si on ne fait pas tu.exit on click, la fenêtre se ferme dès que le dessin se finit et du coup on ne peut pas le regarder. Et donc un petit flocon de neige. On peut évidemment dessiner tout ce qu'on veut avec Turtle. Donc, vous voyez ici la petite, on voit bien que la petite flèche a vraiment une position particulière qui est la position à partir de laquelle il va faire le prochain dessin. Vous n'avez aucune fenêtre qui s'ouvre. C'est étrange. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il y a un problème dans votre code, je dirais. Normalement, il n'y a rien besoin d'installer. Donc Turtle, ça permet de faire des dessins qui sont géométriques. Hein. Ça ne permet de faire que des dessins géométriques. On en fera en TP pour vous entraîner. Et quand je clique dessus, la fenêtre se ferme. Ok, pour finir ce cours, donc on a vu aujourd'hui ce qu'est un module de fonction, on a vu comment créer un module de fonction et comment l'importer, comment on peut utiliser un module de fonction pour abstraire des données et quelques modules courants, et notamment Turtle. Comment est-ce qu'on peut dessiner avec Turtle? Les modules de fonction, c'est vraiment des choses qui sont énormément utilisées en Python, parce que ça permet de pouvoir réutiliser beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses qui sont déjà définies dans les modules de fonction prédéfinis. TU.branche, c'est pourquoi on a créé une fonction de branche qui crée une branche, tout à fait. Mais on n'a pas, nulle part on a marqué TU. Ah oui, TU.branche. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon deuxième cours par visio. Plein de courage pour le confinement surtout. Du coup, madame, oui. Je vous envoie un mail par rapport à la note que je sais pas si vous Ben, avez vu. j'ai pas encore eu le temps de regarder mes mails, mais à la fin du cours, je regarderai et je vous répondrai. Ok, merci. Bonne journée à tous. Ben avait une question. Vous pouvez poser une question si ça ne concerne pas le cours. Hein, je peux vous répondre si jamais.